C'est parti, plongeons au cœur de cette synthèse clinique sur la réanimation cardio-respiratoire, la RCR, chez les petits animaux. On le sait, dans le chaos et la montée d'adrénaline d'une clinique quand un patient s'effondre soudainement, chaque seconde compte. L'objectif aujourd'hui, c'est de bien comprendre l'urgence absolue de la situation quand les signes vitaux s'arrêtent net. Maîtriser la mécanique précise de ces interventions, ça fait littéralement la différence entre la vie et la mort. Alors on va décortiquer ces concepts médicaux pointus pour les rendre super clairs, faciles à retenir et surtout immédiatement applicables sur le terrain. Au programme de cette analyse, on va d'abord voir comment reconnaître l'arrêt cardio-respiratoire, puis on parlera de la physique derrière la réanimation, l'exécution des gestes de base pour maintenir les fonctions vitales, la surveillance et les interventions avancées, et enfin la préparation de l'équipe. Première étape et pas les moindres, reconnaître cet arrêt cardio-respiratoire. Qu'est-ce que c'est exactement? Le point crucial, c'est de bien définir cette crise avant même de passer à l'action. Ce n'est pas juste un simple ralentissement du cœur, c'est vraiment l'arrêt brutal et inattendu de la respiration et de la circulation sanguine dans tout le corps. D'ailleurs, un fait clinique super important à garder en tête, chez les chats, ce sont les traumatismes qui causent le plus souvent ce genre de crise. En gros, quand un félin accidenté arrive en urgence, l'équipe médicale doit anticiper le pire et préparer le chariot de réanimation avant même que le cœur ne lâche. Évidemment, il y a des signes avant-coureurs qui ne trompent pas. Il faut guetter la bradycardie, l'hypotension ou une cyanose bien visible. Mais la stat la plus folle, celle qui fait vraiment l'effet d'une douche froide, concerne la température. Plus de 80% des chats et 34% des chiens sont carrément en hypothermie au moment de l'arrêt. C'est énorme. C'est un indicateur massif, un vrai signal d'alarme qui précède très souvent la crise et qui doit capter toute notre attention dès l'évaluation initiale. En fait, on a affaire à une cascade physiologique inéluctable, avec des critères cliniques vraiment stricts. L'absence de respiration, bon, c'est l'évidence même, mais il y a aussi la disparition d'un pouls palpable. Le pouls s'efface littéralement quand la pression systolique chute sous la barre des 60 mm de mercure. Et si la crise s'aggrave encore et que la pression passe sous les 50, ce sont les bruits cardiaques eux-mêmes qui disparaissent. C'est un effondrement total du système qui s'accompagne d'ailleurs presque toujours d'une dilatation bien visible des pupilles. Passons maintenant à la deuxième partie, la physique de la réanimation. C'est super intéressant parce qu'il y a un vrai contraste entre deux théories fondamentales quand on essaie de relancer la machine. D'un côté, on a la théorie de la pompe cardiaque, où le cœur est directement pressé, un peu comme une éponge entre les côtes ou le sternum, pour expulser le sang. Et de l'autre, on a la théorie de la pompe thoracique. Là, c'est l'augmentation de la pression dans toute la cage thoracique qui pousse le sang vers l'avant. Dans ce cas de figure, le cœur fait juste office de simple tuyau, un conduit totalement passif. C'est fascinant de voir à quel point la mécanique interne change radicalement selon l'approche qu'on adopte. Et qu'est-ce qui départage ces deux mécaniques? Un seul chiffre, 7 kg. C'est le seuil critique absolu. Pour les animaux en dessous de ce poids, c'est la pompe cardiaque qui fait tout le travail. Mais dès que la balance dépasse ces fameux 7 kg, la pompe thoracique prend le relais et devient le moteur principal de la circulation pendant le massage. Ce petit chiffre de 7 kg dicte littéralement toute l'approche physique de la réanimation. Ce qui nous amène directement à la troisième partie, l'exécution des gestes de base pour maintenir les fonctions vitales. En situation d'urgence absolue, on ne va pas se mentir, la charge mentale est écrasante. La panique peut figer n'importe qui. C'est exactement pour ça qu'on utilise un alphabet mnémonique de A à I. C'est la parade parfaite contre la paralysie face à l'urgence. Ça nous donne une liste de contrôle mental ultra claire pour réagir méthodiquement. Et bien sûr, on commence toujours par la base, les lettres A, B et C. A pour les voies respiratoires, l'airway, B pour la respiration, le breathing, et C pour la circulation. Là, il y a une règle d'or, un principe incontournable. Il faut sans cesse évaluer la situation. On évalue, puis on dégage les voies respiratoires. On évalue encore, on assiste la respiration. On vérifie l'absence de pouls, et seulement à ce moment-là, on lance les compressions thoraciques. Ce petit rythme interne, cette réévaluation constante avant chaque nouveau geste, c'est le cœur même d'une réanimation réussie. Alors, voici quelque chose d'assez incroyable. La manœuvre de Jen Shank. C'est la rencontre parfaite entre une technique ancestrale et les soins intensifs modernes. En gros, on prend une petite aiguille d'acupuncture, on l'insère à la base du nez, dans le philtrum nasal, on la fait tourner vigoureusement et ça peut littéralement inverser un arrêt respiratoire dans des conditions cliniques bien précises. C'est une astuce surprenante, ultra rapide et qu'il faut absolument tenter juste avant que l'arrêt cardiaque complet ne s'installe. Tout ce dont on vient de parler sur la physique se traduit très concrètement ici. La taille de l'animal décide de sa position et de la vitesse de nos compressions. Pour un petit gabarit de moins de 7 kg, on le couche sur le flanc, décubitus latéral, et on envoie 120 compressions par minute pour optimiser la pompe cardiaque.
Au-delà de 7 kg, on passe sur le dos en décubitus dorsal pour maximiser la pression intrathoracique avec un rythme de 80 à 100 compressions. Bon, on est d'accord, maintenir un gros chien sur le dos pendant un massage, c'est un vrai défi sportif parce qu'il glisse, mais c'est vraiment la position qui garantit la meilleure circulation du sang. Et la logistique de l'équipe, eh bien ça change absolument tout. Faire une réanimation tout seul, c'est un marathon épuisant. Le ratio classique de 15 compressions pour 2 ventilations quand on est seul, ça fatigue énormément et franchement c'est très inefficace pour maintenir un bon flux sanguin. C'est pour ça qu'être 2, c'est le Graal. Avec un ratio de 1 pour 1, on peut ventiler l'animal en même temps qu'on compresse le thorax, ce qui optimise le flux sanguin sans la moindre interruption. 4e point de notre synthèse, la surveillance et les interventions avancées. Pendant très longtemps, on a cru que sentir un pouce pendant le massage était le signe ultime que ça fonctionnait. Eh bien, attention aux fausses joies, le Doppler nous a prouvé que c'est souvent une illusion clinique. Ce pouce qu'on sent, c'est la plupart du temps un simple reflux veineux et pas du tout du bon sang oxygéné qui part vers les organes vitaux. La vraie révolution technologique, c'est le COD de fin d'expiration. Ce petit capteur branché sur la sonde endotrachéale, c'est de loin le meilleur moyen de savoir si notre massage est vraiment efficace. Si on réussit à envoyer du sang dans les artères, le taux de CO2 expiré grimpe tout de suite en flèche. Parlons d'une technique chirurgicale de la dernière chance, la RCR à thorax ouvert. C'est vrai, ouvrir la cage thoracique permet d'augmenter la pression et d'envoyer beaucoup plus de sang vers le cerveau et le cœur. Mais voilà, le niveau de gravité d'une thoracotomie d'urgence est colossal, c'est extrêmement invasif. Donc, selon les directives actuelles, on réserve strictement cette manœuvre à un bloc opératoire sous haute surveillance, ou au cas bien spécifique de traumatisme thoracique pénétrant sévère. Et on arrive à la 5e et dernière partie, la préparation et la pratique. Alors, il y a une méthode vraiment ingénieuse qui ne coûte presque rien et qui est brillante pour l'entraînement de l'équipe. On parle d'utiliser des peluches modifiées pour simuler un arrêt cardiaque. On leur glisse un bout de tuyau ondulé pour faire la trachée, des ballons d'anesthésie pour simuler les poumons, et hop, l'équipe peut s'entraîner à intuber, sentir physiquement le thorax se soulever et même jauger la résistance quand on fait des compressions. C'est une astuce fantastique qui permet de démystifier l'urgence avec des simulations ultra réalistes. Parce qu'au fond, connaître la théorie médicale, c'est super, mais sans la mémoire musculaire, ça ne sert pas à grand-chose. En organisant des sessions de pratique régulières avec ces fameuses pluches, l'équipe vétérinaire apprend à réagir au quart de tour de manière synchronisée et surtout sans hésiter quand une vraie urgence se présente. L'hésitation, ça coûte de précieuses secondes, et des secondes perdues, ce sont des tissus cérébraux irréparables qui meurent. Les bénéfices de cette préparation rigoureuse se voient directement sur les taux de survie. Alors la question qui s'impose pour terminer, l'équipe de la clinique est-elle vraiment prête à basculer en une fraction de seconde d'une consultation de routine à une réanimation d'urgence absolue? La RCR, ce n'est pas juste de la théorie sur un bout de papier, c'est l'application de la physique pure, coordonnée et immédiate pour maintenir un cerveau en vie. Chaque clinique doit se poser cette question de préparation. Savoir comment pomper ou connaître les ratios par cœur, c'est un atout énorme, mais seule une pratique collective et acharnée permet de transformer ces connaissances cliniques en vie sauvée. C'est vraiment l'essence de notre analyse aujourd'hui.